De voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir. Il sert si bien et si volontiers qu'on dirait qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté, mais bien gagné sa servitude. 1540, la Boétie. On trouvait que ça, finalement, pouvait servir un petit peu de message d'entrée, et pendant toutes ces rencontres, on a lu des extraits de la Déclaration des droits de l'homme, de la Charte de l'environnement, dans l'idée de dire, il y a des choses qui existent, et on peut essayer de tout recréer, parce que la modernité nécessite qu'on recrée toujours de la modernité sur la modernité sur la modernité pour améliorer le futur. Et finalement, il y a quand même des choses essentielles qui ont été écrites dès 1540 par la Boétie, en 1740 par Voltaire et d'autres philosophes des Lumières. En 1789, un texte lumineux, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et encore quelques-uns après. Et donc, il nous semble qu'observer notre vie actuelle au regard un petit peu de cette histoire n'est pas inintéressante. Je ne vais pas faire un long tunnel pour entrer, mais je voudrais expliquer quand même pourquoi vous n'avez pas eu à présenter de passe sanitaire ici, pendant ces 2 jours, ni demain. Il nous a été demandé de contrôler les passes sanitaires, et nous avons expliqué dans une note juridique que la loi ne nous y autorise pas. Alors ça étonne tout le monde, mais comme on a un avocat et un ex-magistrat, on a essayé de se dire, on va quand même essayer de respecter le droit, au moins pour le coup. Donc sachez quand même que le pass sanitaire ne peut être vérifié, contrôlé, que pour les activités de loisirs, de transport longue distance, l'entrée dans les établissements de santé sur rendez-vous, le contrôle aux frontières, il y en a un 5e que j'oublie, mais enfin, qui ne nous concerne pas directement, si les salons et foires professionnelles. Donc ce salon n'est pas une foire professionnelle, ni un séminaire professionnel, enfin c'est rencontre. Et donc se poser la question de savoir que sont les activités de loisirs. Mais vous comprenez bien que, en fait, sur les activités de loisirs, il a fallu le définir. Le Conseil constitutionnel a dit, notamment, ce ne sont pas des activités politique, syndicale et culturelle, notamment. Donc c'est une liste non exhaustive. Par contre, le décret a dit, lui, que les activités de loisirs sont les activités festives, vous éviterez de sourire à la caméra, ludiques, pareil, sportives, ça peut l'être, on essaiera de pas que ça se voit trop sur les films, ou culturelles. Donc effectivement, comme nous ne doutons pas que vous avez un grand niveau de culture, nous n'avons rien à vous apporter de ce point de vue-là, mais simplement de l'information. Et donc, nous n'avons pas le droit, c'est pas que ça n'est pas obligatoire, c'est que nous n'avons pas le droit de les vérifier. Et si nous nous avisions de les vérifier, nous pourrions être condamnés à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Donc sachez que la loi nous interdit de le faire, et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Et nous avons eu un arbitrage en haut lieu sur le sujet. Voilà, excusez-moi, mais je voulais préciser ça, puisqu'on parle d'état d'urgence, et il me semblait à peu près nécessaire de rappeler que même dans l'état d'urgence, on peut faire valoir de temps en temps des choses. Alors, peut-être une définition d'abord, ou en tous les cas, tenter d'approcher des choses. Serge Portelli, l'état de droit, c'est quoi?
On ne s'échange pas les micros. Alors, par contre, on fait geste barrière. L'état de droit. Alors, il faut la main, petit bouton. Voilà. L'état de droit, oui, c'est ça. L'état de droit, bah, c'est ce que tu viens de faire. C'est-à-dire que tu as essayé de savoir qu'est-ce que c'est que le droit. Et on a bien vu que c'était pas très évident. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne introduction parce que effectivement le droit, on s'imagine toujours que c'est quelque chose de simple, de clair, de lumineux, d'évident. C'est tout sauf ça, hein, puisque il faut regarder le texte, le re-regarder, demander peut-être l'avis de 2 ou 3 conseils, aller jusqu'au ministre pour savoir ce qu'il dit. Donc c'est le droit, c'est ça aussi. Il ne faut pas trop se faire d'illusions. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué, d'extrêmement complexe et d'extrêmement touffu. Je dirais même souvent très contradictoire et incompréhensible. Bon, voilà. Donc c'est pour remettre les choses un petit peu au point. Alors, l'état de droit. L'état de droit, c'est une notion que beaucoup de gens invoquent, très souvent, et à juste titre d'ailleurs, mais peut-être sans trop savoir ce qu'il y a derrière. On ne va pas faire des cours d'histoire, puis ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les lanceurs d'alerte. C'est donc de savoir un petit peu dans quoi les lanceurs d'alerte s'inscrivent, quel est le droit qui leur est applicable, est-ce que l'état de droit peut nous servir à comprendre tout ça ou pas. Voilà. Donc l'état de droit, c'est un concept qui a été inventé il y a à peu près un siècle par un juriste allemand qui s'appelait Hans Kelsen, qui a vécu très longtemps. Il a vécu très longtemps en Allemagne, et puis qui a fini sa vie aux États-Unis. Tout ça parce qu'il y avait un état de droit en Allemagne et qui ne lui plaisait plus. Alors je ne vais pas vous faire un dessin, mais Hans Kelsen était juif, et donc quand le Troisième Reich est arrivé, eh bien, il a préféré s'en aller, évidemment. Et bien, il en a pris. C'est intéressant quand même de voir que ce grand théoricien de l'état de droit était confronté à un autre état de droit. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, l'état de droit, on peut très bien dire aussi que le Troisième Reich avait un état de droit. Et c'est ça qui est très 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 compliqué. Parce qu'effectivement, si vous prenez toutes les dictatures du monde, et Dieu sait qu'aujourd'hui on n'aurait pas le temps de les énumérer, parce qu'il y en a quand même un peu trop, vous avez un état de droit. Vous avez beaucoup de lois qui sont parfois même d'une précision et d'une férocité terrible, mais c'est du droit. C'est des lois. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Donc, pour pas trop désespérer la population, il faut quand même dire que l'état de droit tel que Kelsen l'avait imaginé, et ça a été repris ensuite par d'autres juristes, ou par d'autres politiques, ou par d'autres philosophes, l'état de droit, ça se caractérise par une hiérarchie des normes. C'est-à-dire que vous avez nécessairement cette hiérarchie, sinon il n'y a pas d'état de droit. L'état de droit, ça veut dire qu'au sommet, vous avez, en haut de la hiérarchie, vous avez des principes généraux du droit, vous avez une constitution, vous avez des règles fondamentales qui vont diriger et qui vont innerver toutes les autres lois du haut en bas de la pyramide. Alors, le problème, c'est qu'il vaut mieux que ce dernier étage de la fusée soit bien fait, quoi. Il vaut mieux qu'effectivement, ces principes fondamentaux, ce soient les principes fondamentaux de la démocratie. Il faut que ce soit les principes fondamentaux que nous connaissons aujourd'hui. Tout à l'heure, tu parlais d'un certain nombre de règles essentielles, fondamentales. Hein, tu citais la Déclaration universelle des droits de l'homme. Juste la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Oui, on peut continuer, hein, parce que il y a 89, il y en a même un peu avant, il y en a beaucoup après, voilà. Mais, en fait, le haut de la pyramide, c'est ça. Et il ne peut pas y avoir d'état de droit digne de ce nom s'il n'y a pas ces principes démocratiques.
Alors, aujourd'hui, si on essaye de scruter le dernier étage, effectivement, vous avez toutes ces déclarations universelles ou régionales ou autres. Vous avez toute une série de conventions internationales qui ont été votées beaucoup par l'ONU, mais beaucoup par des organismes régionaux dans le monde entier, hein, que ce soit l'Europe, qui effectivement a sa déclaration, ses déclarations, elle, la Convention européenne des droits de l'homme, voilà, c'est ça. Donc si vous n'avez pas ça, eh bien, votre pyramide n'a pas de sens. Et donc ensuite, vous avez toutes ces règles, et Dieu sait qu'aujourd'hui notre vie est complètement enfouie sous un nombre de règles incroyables, épouvantables. On parle souvent d'une inflation, pas simplement législative, mais réglementaire ou autre. Voilà. Et donc tout ça, normalement, ça doit ruisseler, pour prendre le terme un peu galvaudé, de ces grands principes internationaux. Donc, effectivement, c'est une garantie essentielle. Et Kelsen avait dit aussi que pour qu'il y ait un état de droit, il faut aussi qu'il y ait un contrôle possible. Et ça, c'est absolument fondamental. Parce que si vous dites, ben moi j'ai pondu une loi aujourd'hui qui respecte mot pour mot la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention internationale, la Constitution française, tout ça, s'il n'y a personne pour le contrôler, ça n'a aucun sens. Donc l'état de droit, c'est ça. Et alors, du coup, vous voyez qu'on arrive tout de suite à la justice. Parce que qui peut dire ça respecte le haut de la pyramide? Le juge. Et donc Kelsen avait dit, il faut que ce soit un juge constitutionnel. Constitutionnel parce que lui, il a écrit tout ça au début du XXe siècle, on n'était pas encore un certain nombre de textes internationaux fondamentaux, et lui, pour lui, le terme c'est la Constitution. Il faut qu'il y ait un juge constitutionnel. Voilà. Et ça, c'est essentiel pour nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un juge qui ait la possibilité de dire la constitutionnalité ou là, aujourd'hui, la conventionnalité des règles. Voilà. Et ça veut dire que ce juge, ça découle du principe de l'état de droit, eh bien, il doit être indépendant. Parce que s'il n'est pas indépendant, ben, il va, vous savez, comme dans toutes les justices des dictatures d'aujourd'hui ou d'avant, vous avez des justices qui sont complètement soumises. Si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en Europe, en Pologne, vous voyez bien qu'aujourd'hui, la question fondamentale, c'est de savoir est-ce que cette justice est encore indépendante. Et c'est une notion tellement forte, c'est un débat qui est tellement important que ça risque presque de, je ne dis pas de faire exploser l'Europe, mais peut-être d'entraîner un départ ou une exclusion de la Pologne de l'Union européenne. Donc c'est pas rien. Et il faut donc que cette justice soit indépendante, il faut qu'aujourd'hui cette justice soit indépendante pour que, effectivement, si on prend le cas des lanceurs d'alerte, eh bien, on puisse dire, oui, la loi française, ou les règlements français, ou la pratique française, ou la jurisprudence française, respectent un certain nombre de règles qui ont fini par être fixées en matière de lanceurs d'alerte, et notamment les directives, et puisqu'on en parle aujourd'hui, la prochaine directive européenne, dont on va essayer d'appliquer et d'intégrer dans le droit français. Et la dernière chose, c'est qu'il faut que, dans cette théorie de l'état de droit, il faut que les citoyens soient égaux. Parce que si vous avez à la base des catégories sociales ou des catégories qui sont fondées sur d'autres critères, que ce soit l'origine, que ce soit le sexe, que ce soit la nationalité, etc., c'est pas possible, puisque à ce moment-là, vous ne pouvez plus contrôler, normalement, l'applicabilité des grands principes internationaux à tous les citoyens qui doivent être absolument égaux devant la loi. Donc voilà, l'état de droit, c'est ça, et comme vous le voyez, ça suppose tout un tas de conditions préalables qui sont malheureusement pas toujours remplies. Et si vous regardez l'état de la France, vous apercevez qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un état de droit qui est totalement discutable,
D'abord parce que la justice, on ne peut pas dire qu'elle est indépendante, puisque vous avez toute une partie de la magistrature française, le parquet, qui est soumis à l'autorité du gouvernement. Voilà. Et donc, malheureusement, malgré toutes les réformes qu'on a tentées, qui ont tout échoué, parfois même jusqu'au dernier moment, eh bien aujourd'hui, les procureurs de la République, qui sont des gens très bien d'ailleurs, je ne dis pas qu'ils sont vendus au gouvernement ou au pouvoir, simplement, ils n'ont pas statutairement des garanties d'indépendance, et du coup, c'est quelque chose qui rejaillit sur l'ensemble de la magistrature et de la justice en France, et qui fait que l'état de droit, il est aléatoire, il dépend de la bonne volonté des procureurs de la République, qui peuvent être effectivement des gens parfois plus indépendants même que les magistrats du siège, mais le problème, il est là, et c'est d'autant plus, j'en termine là, c'est d'autant plus dommageable qu'aujourd'hui, en France, quand vous avez une enquête, eh bien, c'est le procureur de la République qui mène, aujourd'hui, à peu près 97% des affaires pénales qui sont portées à la connaissance de la justice. Il y avait un juge d'instruction qui valait ce qu'il valait, mais qui, lui, au moins, avait des garanties statutaires d'indépendance. Or, la part des juges d'instruction diminue de façon incroyable, d'année en année, et donc vous avez même des projets qui sont en cours, qui sont des projets extrêmement pernicieux. Vous ne suivez pas, évidemment, c'est pas fait pour ça, les états généraux de la justice, mais si vous suiviez, et si vous regardiez ce qui se passe dans les ateliers qui sont en cours de travail, vous verriez que les projets qui sont sous-jacents à ce travail, c'est des projets dans lesquels on veut donner encore plus de pouvoir au procureur de la République, encore moins de pouvoir au juge du siège, et où on va vers ce que un président de la République qui n'a pas complètement disparu parce qu'il fréquente encore les tribunaux, voulait faire, c'est de faire disparaître les juges d'instruction. Voilà. Et ça, je termine vraiment là, mais c'est pas une anecdote, c'est pas pour faire un trait d'humour, c'est simplement pour vous dire que le lanceur d'alerte, lui, il est confronté évidemment à la justice en permanence, et que si son alerte marche, il y a la justice derrière. Donc si vous avez une justice qui n'est pas indépendante, si vous n'avez plus que des procureurs de la République qui mènent l'enquête, et si on supprime les juges d'instruction, eh bien, le lanceur d'alerte, son statut, de fait, va devenir extrêmement problématique. Donc vous voyez que tout ça est extrêmement lié, et que ça vaut la peine quand même de réfléchir à ce qu'est l'état de droit, mais l'état de droit démocratique. Hein, je le rappelle, il y en a d'autres qui sont moins fameux. Merci Serge Portelli. Ari Halimi, tu es avocat. On se va se tutoyer parce qu'on s'est déjà tutoyé et on pourrait vous voyez, mais comme on n'est pas à la radio, comme ça. De nombreuses années d'état d'urgence. Alors, comment on analyse ça par rapport à l'état de droit? Et qu'est-ce qu'on voit dans ces états d'urgence, qu'ils soient sanitaires, antiterroristes? Oui, pas mal d'états d'urgence depuis 1955. Mais d'ailleurs, c'est pas incompatible. D'ailleurs, l'état d'urgence fait partie de l'état de droit. C'est un dispositif légal, l'état d'urgence, qui est prévu par une loi de 1955, d'un point de vue des troubles à l'ordre public ou des menaces graves. Et s'agissant des menaces sanitaires, depuis notre pandémie, c'est-à-dire depuis 2020, puisqu'on a créé un nouvel état d'urgence, qui est l'état d'urgence sanitaire, qui est d'ailleurs calqué sur l'état d'urgence de 1955. C'est quoi un état d'urgence? C'est une exception, en fait, c'est un état d'exception. Et autant dire que ça fait vraiment partie de l'état de droit, puisque, pour ceux qui ne connaissent pas trop comment fonctionnent les droits, il faut
de manière générale, il y a toujours une règle, un principe, ça peut être une loi, ça peut être un règlement qui émane du gouvernement, et à chacun de ces principes, vous avez souvent des exceptions. Et je vous donne un exemple, par exemple, toute violence constitue un délit, voire un crime, mais il y a des faits justificatifs qui permettent de ne pas être condamné pénalement, même si on a commis une violence. Ça peut être la légitime défense, ça peut être pour des policiers ou pour les personnes dépositaires de l'autorité publique, le commandement de l'autorité légitime. Voilà. Et vous avez toujours, dans tout, un principe et une exception. C'est comme ça que fonctionne le droit. Et l'état d'urgence, c'est ça. L'état de droit, on va dire que c'est le principe. L'état d'urgence, c'est l'exception, mais qui est inclus dans le principe de l'état de droit. Et donc, et puis, je vais vous dire d'abord ce que n'est pas l'état d'urgence. L'état d'urgence, ça n'est pas l'urgence. Et souvent, on fait la confusion entre l'urgence et l'état d'urgence. L'urgence, c'est quoi? C'est une menace terroriste. On est le 13 novembre, il y a eu une déclaration d'état d'urgence le 13 novembre 2015, dans la nuit du 13 au 14 novembre, à la suite des attentats du 13 novembre au Bataclan et dans le 11e arrondissement. Et cette nuit-là, eh bien, sur la base de l'état d'urgence, a été décrété un certain nombre de choses. D'habitude, lorsqu'on veut, le principe, c'est que lorsqu'on veut priver une personne ou restreindre la liberté d'une personne, le principe c'est que c'est le juge judiciaire, alors il faut distinguer le juge judiciaire et le juge administratif. Le juge judiciaire, c'est celui qui prend des décisions dans un tribunal judiciaire, et des décisions soit au pénal, soit au civil. Alors que le juge administratif, c'est celui qui rend des décisions concernant les actes administratifs. Bon. D'habitude, quand il s'agit de priver une personne de sa liberté, ou de restreindre sa liberté, c'est le juge judiciaire qui est compétent. On peut trouver cette règle dans la Constitution, c'est l'article 66 de la Constitution qui dit que le juge judiciaire est le garant des libertés individuelles. Et donc, normalement, il n'y a que le juge judiciaire qui peut restreindre une liberté. Et on l'a vu avec l'état d'urgence, en 2015, eh bien, on a décidé qu'on pouvait assigner à résidence, c'est-à-dire de restreindre la liberté de certaines personnes, décidé par un arrêté du préfet. Et donc, là, c'est plus un juge d'ailleurs, c'est un préfet, ou un ministre, ou le ministre de l'Intérieur, ou le Premier ministre, qui va décider de restreindre la liberté d'une personne par arrêté. Et qui va l'obliger à rester chez lui. C'est ce qui s'est passé pendant l'état d'urgence. Il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont été assignées à résidence chez elles. C'est-à-dire de rester chez elles la nuit, maximum 12 heures, sinon ça devient une privation de liberté, c'est la distinction entre la restriction et la privation de liberté, et aller pointer au commissariat jusqu'à 3 fois dans la journée. Autant dire qu'elle n'avait pas d'autre vie possible, que ces personnes ne pouvaient plus véritablement s'occuper de leurs enfants pour les amener à l'école, compte tenu des horaires d'assignation à résidence. Il n'était plus possible de travailler. D'ailleurs, l'État avait l'obligation de subvenir à leurs besoins quand ils n'avaient plus de revenus, compte tenu de cette assignation à résidence. Et ça, c'est un préfet qui le décide. Et c'est une exception, parce que d'habitude, c'est le juge judiciaire qui rend une telle décision. Alors, il y a bien évidemment un recours, on est toujours dans un état de droit, hein, puisqu'on peut saisir un juge administratif contre la décision d'assigner à résidence une personne. Et en revanche, c'est plus le juge judiciaire cette fois. On a transféré le pouvoir du juge judiciaire vers le juge administratif. Le juge administratif ne juge pas de la même manière que le juge judiciaire. Il n'a pas le même statut. Il est certes indépendant, on est toujours dans l'état de droit, mais il n'a pas le même mode de recrutement. Il ne fait pas l'École nationale de la magistrature. Quelquefois, des conseillers d'État passent d'un directeur de cabinet du gouvernement au tribunal administratif ou au conseil d'État. Et donc, il y a une forme de promiscuité entre le pouvoir exécutif et les juges administratifs qui n'existe pas, habituellement, dans la magistrature de l'ordre judiciaire. Voilà pourquoi on passe de l'état de droit à une exception dans l'état de droit, mais toujours dans l'état de droit.
C'est ça l'état d'urgence, par exemple, pour 2015. Il y a eu aussi les perquisitions administratives. La nuit, on pouvait décider, même la nuit, on pouvait décider d'envoyer des escouades de police fracasser les portes, on pouvait casser les portes, et menotter des gens à l'intérieur des maisons, des familles. Moi, j'ai vu beaucoup de gens, et j'en ai défendu beaucoup, des personnes qui avaient été perquisitionnées en pleine nuit. J'ai vu des familles qui m'ont expliqué que leurs enfants avaient été terrorisés par ce qu'ils avaient vécu. Et donc, là aussi, la perquisition administrative, normalement, elle ne peut être ordonnée que par un magistrat judiciaire, soit un juge d'instruction, soit un JLD, un juge de la liberté et de la détention. Là aussi, il y a eu un transfert du fait de l'état d'urgence, de cet état d'exception, du juge judiciaire vers le juge administratif. Alors d'abord vers le préfet, puisque là aussi le préfet pouvait ordonner ses perquisitions, avec un recours devant le juge administratif. Juste vous donner un petit bilan de cet état d'urgence de 2015, et peut-être le relier aux lanceurs d'alerte. Il y a eu pratiquement, je crois, 2 ou 3 personnes qui ont été poursuivies, ou en tout cas mises en cause dans le cadre d'une procédure terroriste, à l'issue des milliers de personnes qui ont été mises en cause ou visées par les mesures de l'état d'urgence. Autant vous dire que ça a fait beaucoup de gens qui n'avaient strictement rien à voir avec la menace terroriste et qui pourtant ont été visés par cet état d'urgence. Ça a causé beaucoup de dégâts, tant dans les esprits, mais également dans la perception qu'on peut avoir du fonctionnement judiciaire et du droit, pardon. Et l'état d'urgence sanitaire, finalement, fonctionne un peu de la même manière. L'état d'urgence sanitaire, du jour au lendemain, on nous a dit vous êtes tous assignés à résidence. C'est-à-dire que toute la population française, autant pendant l'état d'urgence de 2015, il y avait quelques personnes, jusqu'à quelques centaines, 300 à peu près, qui ont été assignées à résidence, autant, mais avec le même fonctionnement, c'est-à-dire un transfert du pouvoir du juge judiciaire vers l'exécutif, de pouvoir priver les personnes de leur liberté, et là on a assigné la résidence sur l'intégralité de la population française. Pareil pour les attestations de déplacement dérogatoires. Ça a été, on a donné un pouvoir de contrôle à des policiers, et là quand on parle de l'état de droit, en revanche, il y a eu, juste un petit point, il y a eu une entaille dans l'état de droit, puisque autant dans l'état de droit, l'un des critères, c'est que l'exécutif tient sa force d'une habilitation législative. Ça veut dire qu'un policier ne peut prendre de décision et ne peut intervenir que parce qu'il y a une loi qui l'autorise à intervenir. Et ce que l'on a vu avec des critères extrêmement larges de ces attestations dérogatoires et des motivations de sortie, c'est que ce sont les policiers qui ont un peu fait la loi. Ce sont les policiers qui ont décidé de ce pourquoi les personnes avaient le droit de sortir ou pas. Ils fouillaient dans les caddies, il y a eu des cas où il y a eu des caddies qui ont été fouillés pour voir si les aliments étaient de première nécessité ou pas, et s'ils considéraient qu'ils n'étaient pas de première nécessité, il y avait des contraventions qui étaient données. Il y avait des attestations du ministère de l'Intérieur que l'on remplissait, si vous vous souvenez bien, sauf qu'elles n'existent pas parce que la loi ne prévoyait qu'un document, et pourtant le ministère de l'Intérieur a fait croire à toute la population qu'il fallait remplir cette attestation. Les policiers ont mis des contraventions parce que cette attestation était remplie au crayon à papier alors que rien dans la loi ne le prévoyait, ou bien parce que des cases étaient cochées avec 2 motifs, alors que les policiers considéraient que c'était un seul motif. Donc vous voyez, on a eu eh bien, une entaille dans l'état de droit à ce moment-là, parce qu'on a donné trop de pouvoir à les policiers avec un texte de loi qui était trop général, et c'est la raison pour laquelle on a eu des entailles dans l'état de droit à ce moment-là, mais on est toujours resté dans l'état de droit, je le précise. Donc finalement, on se retrouve avec des états d'urgence qui montrent d'ailleurs le pouvoir politique, puisque je me souviens d'une conférence d'Aurélien Barraud qui rappelait qu'on dit souvent que le pouvoir est dans les mains des hommes d'affaires et des grands businessmen, mais finalement cet état d'urgence, ces états d'urgence ont montré quand même que le pouvoir politique était capable de confiner la totalité de la population de son pays dans certains cas. Ben, en fait, si on reprend un petit peu, on parlait de Kelsen, je vais citer un autre constitutionnaliste allemand qui s'appelle Carl Schmitt, qui a d'ailleurs beaucoup inspiré le régime hitlérien,
qui inspire beaucoup Emmanuel Macron également, parce que je me souviens d'une réunion avec lui à l'Élysée où il m'avait cité Carl Schmitt dans le texte, c'est un peu effrayant. Et effectivement, celui qui décide de l'état d'urgence pour Carl Schmitt, c'est le souverain. Et il a une vision extrêmement verticale du pouvoir, et surtout il considère que ce n'est pas le contrat social et le droit qui priment, mais c'est la décision politique qui est au-delà du contrat social et donc de la décision démocratique. Donc autant vous dire que l'état d'urgence, d'abord c'est un moyen pour déterminer s'il y a une verticalité accrue du pouvoir à un moment donné, et puis c'est au cœur même du fonctionnement du pouvoir, l'état d'urgence. C'est même le noyau dur initial de l'exercice du pouvoir. Parce que, comme dit Carl Schmitt, et il a raison de le dire, hein, c'est celui qui détient la possibilité de décider de l'état d'urgence qui est le souverain. Et donc, ce que l'on voit en ce moment, c'est, à force d'avoir recours à ces états d'urgence, il y a une désagrégation de l'état de droit. Parce que, à force de voir l'exception qui remplace la règle, et de ne pas être qu'une exception, à un moment d'urgence, où on pourrait l'utiliser parce qu'on en a besoin de manière urgente pour aller plus vite, pour prendre des décisions plus rapides, mais uniquement dans un temps court, puisque l'urgence est définie en principe par un temps court, eh bien il va y avoir une désagrégation de l'état de droit, et c'est ce à quoi on assiste. On assiste à une désagrégation de l'état de droit en ayant recours à force de l'état d'urgence. Et peut-être que, je ne sais pas si c'est parce qu'on a recours à l'état d'urgence qu'il y a une désagrégation de l'état de droit, ou l'inverse, parce qu'il y a un pouvoir politique extrêmement fragile qui a plutôt recours à une verticalité du pouvoir. Alors Assima, tu es maître de conférence, je ne sais pas s'il faut dire maîtresse, parce que tu avais écrit dans ton profil maître de conférence. Donc je dis maître de conférence, mais tu as le droit de me corriger. Et tu es spécialisé dans la surveillance et dans les systèmes de surveillance. Et alors, comment, dans ta spécialité, dans tes observations, on interagit là par rapport à ces deux états? Alors, moi, mon sujet ou mon prisme initial, c'est plutôt des questions de technosécurité, technosurveillance, donc tout ce qui est algorithmie, les boîtes noires, etc. Juste pour prendre, je suis absolument pas du tout juriste, donc pas spécialiste du tout des textes. En revanche, je vais essayer d'apporter peut-être un pas de côté et de montrer les tendances actuelles que les nouvelles technologies, les algorithmes, l'intelligence artificielle, parfois pas toujours, apportent justement, comme je reprendrai ton mot, en taille à l'état de droit. Ce qu'on a vu apparaître depuis 2015 en France et en fait depuis 2001 aux États-Unis, donc ça vient directement des États-Unis, c'est une inflation typiquement de lois sécuritaires et si possible technosécuritaires. Et on parlait de l'état d'urgence à la suite des attentats de 2015, il y a eu la loi SILT, et typiquement ça c'est un exemple parfait du lien entre les deux sujets, puisque la loi SILT c'était une des lois qui est sortie justement pendant l'état d'urgence, pour surveiller de façon un peu massive et grâce à des algorithmes en fait, donc de façon automatisée, industrialisée, l'ensemble des données de connexion. Et il se trouve que elle a été définitivement entérinée ou entrée dans le droit commun récemment à l'occasion de la loi Renseignement 2, donc qui a été je crois votée là en septembre, il me semble, et qui donc généralise et fait réellement entrer dans le droit commun cette surveillance généralisée, algorithmisée de l'ensemble finalement de la population, et en plus avec une extension des données qui vont être traitées, collectées et stockées. Donc en fait c'est quoi ces données? C'est l'ensemble de vos données de connexion, donc vos métadonnées, quand vous avez appelé, qui, vos géolocalisations, mais ça a été aussi élargi à vos URL, c'est-à-dire en fait quand vous tapez www.machin, etc. Donc on a accès à toutes ces données-là. Sur le principe en tout cas, on pourra ergoter sur la faisabilité technique ou pas de ce genre d'outils, mais de fait on arrive à cet état de fait. Ça c'est un exemple. Et une des questions sous-jacentes, c'était à un moment donné, l'état d'urgence est censé être
de toute façon temporaire. Alors la grande question, c'est comment est-ce qu'on sort à un moment donné de l'état d'urgence, et souvent la réponse que l'autorité trouve, c'est justement de faire entrer ce type de loi dans le droit commun. Qu'est-ce que ça raconte de la société? Qu'est-ce que ça raconte de nous et de notre rapport à nous, à ce type d'action? Moi, c'est ça qui m'intéresse plus, parce que l'État, finalement, l'État de droit, sur un socle de principes démocratiques, oui, évidemment, en théorie, mais l'État, au bout d'un moment, joue aussi sa propre survie, son autolégitimité, en particulier dans un contexte de défiance démocratique qui est extrêmement élevé, où l'ambiance générale est plutôt délétère que dans un lien de confiance pur et parfait. Donc qu'est-ce que ça raconte de nous? Ça raconte beaucoup de choses de la société actuelle, c'est-à-dire que c'est une société qui finalement a l'air d'accepter ce type de mesures. Il y a une banalisation, une accoutumance à la question de la surveillance. On l'a vu pendant les confinements divers et variés, il y a eu finalement assez peu d'émoi en réalité par rapport à toutes ces mesures-là que Harry expliquait, puis on l'a vu de toute façon. Donc il y a quelque chose de l'ordre je ne sais pas si c'est une fatigue démocratique. En tout cas, il y a un rapport très ambigu de la population à l'État qui est à la fois très rétive à l'autorité, il me semble, mais aussi très demandeuse d'une protection pratiquement absolue des différents risques. Et là où on va continuer, je pense, à avoir une inflation de ce type de mesures et de textes, c'est en fait l'élargissement de la question des mesures. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été la lutte antiterroriste, contre ce risque de terrorisme accru, etc. Et encapsulé derrière dans une rhétorique ultra sécuritaire, donc qui s'auto-alimente. C'est-à-dire que plus de toute façon on explique qu'il y a un risque, plus les gens ont peur, et plus de toute façon le système va s'auto-alimenter. Et puis maintenant est arrivée la crise sanitaire, donc c'est l'histoire d'épidémie, de vague, on en est à la 5e. Et puis bientôt va arriver le risque climatique. Et donc celui-là, je ne vois pas bien comment on va en sortir. Et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce que l'état de droit si en fait on élargit systématiquement et de plus en plus le spectre finalement des différentes crises, donc on arrive à une gouvernance non plus par la peur mais par la crise, donc on crée en permanence des crises. La crise est aussi une production politique, c'est un discours, ça visibilise des risques, ça invisibilise d'autres choses, et donc c'est aussi un instrument, disons, de gouvernementalité, en tout cas de gouvernance, ou de gouvernement, on va dire, des hommes. Donc quand vous abreuvez du matin au soir votre population de peur, d'antagonisme, d'insécurité, le tout, je ne vous ramène pas à toute l'idéologie néolibérale qui insécurise d'autant plus chaque individu, puisque en fait, jusqu'aux années 80, on avait quand même un état social, un état-providence qui pourvoyait un certain nombre de sécurité, ou en tout cas de mécanismes de solidarité. Et puis, au fur et à mesure, tout ça s'est détricoté. Et en détricotant ça, on arrive à des individus qui sont en fait dans des économies de survie sur lesquelles reposent sur leurs épaules, sur nos épaules, en fait, la plupart des insécurités, notamment économiques. Et donc en fait, tout ça s'articule parfaitement pour justifier, peu importe qu'on appelle ça finalement état d'urgence ou pas, en tout cas des systèmes de contrôle, de surveillance massive, et qui vont générer quoi derrière? Ce que les Anglais vont appeler le chilling effect, c'est-à-dire que en industrialisant ce type de mécanisme, de dispositif de contrôle, on va finalement intérioriser cette norme-là, on va créer, donc, alors les anglo-saxons appellent ça le chilling effect, c'est-à-dire typiquement, là on l'a vu avec la question des drones par exemple récemment avec la loi sécurité globale, ce qui arrive c'est que puisqu'on sait que de toute façon l'espace public est quadrillé, donc on n'ira pas, ou on ira moins. En tout cas, on fera davantage attention. Donc ça entrave une liberté fondamentale qui est celle d'abord de circuler, ensuite de manifester par exemple. Sur un autre registre, l'ensemble des lois et des velléités anti-fake news. Donc là, on a eu pareil une volonté d'hygiénisme de la pensée en allant taper sur les réseaux sociaux. On en pense qu'on veut, certainement qu'ils amplifient un certain nombre de choses. N'empêche que l'approche française, en tout cas, a été, via la loi Avia en tout cas, de contrôler, voire de censurer la liberté donc d'expression, une autre liberté fondamentale.
Et donc, entre la crise sanitaire, les enjeux terroristes plus ou moins vagues, la question de la liberté d'expression sous prétexte des réseaux sociaux, etc., on arrive finalement à des dispositifs de surveillance et de contrôle qui sont réellement inédits, il me semble. Merci. Juste pour faire des liens, on ne va pas refaire la rencontre qui a lieu sur la police républicaine à côté, puisqu'il y a Christian Chouviat, le père de Cédric Chouviat, qui est à côté, Vanessa Langard, etc. Mais je pense qu'on ne va pas pouvoir parler de cet état d'urgence et de cet état de droit et de l'alerte qu'ont constitué les violences qui ont été constatées pendant les confinements, pendant l'état d'urgence terroriste. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu viens de dire, Asma, et je voudrais aller au bout. Parce qu'en fait, je n'avais pas du tout réfléchi à ça, au prochain état d'urgence climatique. Et où finalement, en fait, je découvre ça, donc je ne sais pas si vous aviez déjà envisagé ça, avec finalement déjà tous les outils de surveillance, de contrôle, de communication, qui sont prêts pour le nouvel état d'urgence pour les 2, 3, alors là peut-être beaucoup plus longtemps pour le climat, parce que là on ne maîtrise pas tout. et donc, est-ce que c'est bien ça que tu nous expliques? Alors c'est absolument ça, et souvent on dit, alors un des contre-arguments, enfin qu'on donne souvent, c'est dire oui, mais bon, donc Macron et avant le Hollande et avant le Sarkozy, etc., de toute façon c'est la démocratie, c'est l'état de droit. Et donc ce qu'il fait est à peu près ou plus ou moins justifiable, voilà. Et donc ce n'est pas Le Pen. Ça a été souvent ça, la contre-argumentation, c'est pas Le Pen. On n'est pas l'extrême droite. En fait, on a déjà mis toutes les briques dans l'état de droit, dans le droit commun, en tout cas, on a déjà mis toutes les briques de la surveillance, et de toute façon, peu importe qu'il y ait un changement de bord politique, on a déjà changé de régime politique en réalité. Sauf si on déconstruit. Sauf si on déconstruit. En effet, l'état de droit est une fiction juridique, donc on peut y mettre absolument ce qu'on veut, dès l'instant où il y a action collective, dès l'instant où il y a prise de conscience, et il me semble que là, il y a plutôt une anesthésie générale de la pensée politique, c'est une forme de mort du politique, puisque, en tout cas, sur l'échiquier politique actuel français, il y a un consensus absolument généralisé sur la question sécuritaire, ou pratiquement, sur la question sécuritaire, ou technosécuritaire en tout cas. Oui, alors, bon, je partage ça, je vais pas faire l'animateur BA, mais effectivement, on a eu cette discussion à Arié cet été sur... c'était le 6 août qu'on s'est vu, je ne sais pas si tu veux, donc je ne sais pas si tu t'en souviens, mais le décret n'était pas encore sorti sur les passes sanitaires, et tous les partis avaient déjà annoncé qu'ils contrôlaient les passes sanitaires à l'entrée de leur journée d'été. Et donc, est-ce qu'on n'a pas un problème là, justement, où finalement tout le monde abonde dans ce système, et est-ce que, pour parler un petit peu de ce qui nous préoccupe un petit peu pendant ces 3 jours et ces rencontres, est-ce que là, on est vraiment en état d'alerte, et à quel niveau d'alerte, justement, quand on voit ces comportements? Je crois qu'il faut arriver à démythifier certaines choses pour répondre à ta question. D'abord, l'état de droit ne protège pas d'une dictature ou d'un changement de régime. Ça n'a jamais été le cas, et on l'a vu historiquement, toutes les dictatures ou les régimes totalitaires, presque toutes, sont issus d'un régime qui était anciennement démocratique, ou du fonctionnement démocratique, ou s'est servi du fonctionnement démocratique, y compris en l'Allemagne nazie. Donc ce n'est pas l'état de droit qui protège, peut-être parce qu'il est encore imparfait. Ça c'est la première observation. Et d'ailleurs, nous sommes dans un état de droit, imparfait certes, mais un état de droit, et l'on voit eh bien quelque chose, c'est une deuxième démythification. Il ne faut pas considérer que tout ça est anormal ou est une chose qui est déraisonnable dans le fonctionnement du pouvoir. C'est le fonctionnement du pouvoir. Ce à quoi nous assistons, et ce qui a toujours été le cas. Le pouvoir a pour vocation et pour objectif, et il faut arriver à le prendre de manière extrêmement froide et rationnelle. Le pouvoir a pour objectif de gouverner. Beaucoup
beaucoup de personnes. En France, là, actuellement, 66 millions de personnes. C'est pas évident de gouverner 66 millions de personnes. Et donc, il a tendance à considérer que pour gouverner beaucoup de gens à la fois, et éviter les risques, notamment les risques politiques, hein, et donc conserver un ordre public, conserver une forme de stabilité, et faire fonctionner la société dans un ordre social tel qu'il le voit, eh bien, il faut contrôler, surveiller et restreindre les libertés. Les libertés publiques sont antagonistes au pouvoir, de manière générale. Après, il y a un équilibre qui se fait, hein, et on était jusqu'à maintenant dans une forme d'équilibre, avec des conciliations entre l'ordre public et les différentes libertés publiques. Et là, on voit que l'objectif de ce dont tu parlais, gouvernementabilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut gouverner, la capacité à gouverner une population, eh bien on voit que le pouvoir a choisi, en France, mais ailleurs, dans le monde entier on le voit, de restreindre progressivement les libertés, sans entrave, parce qu'il y a une fragilisation du pouvoir politique aussi. Et donc, ce qui se passe, c'est quelque chose qui s'est toujours passé avec des équilibres historiques. Donc on arrive à ce moment-là, et puis une dernière chose, une dernière réflexion sur les lanceurs d'alerte. Je disais tout à l'heure la directive qui a pour vocation d'adapter le statut des lanceurs d'alerte. Je me suis rendu compte, normalement qui d'ailleurs le 17 décembre est censé être transposé en France. Oui, enfin, le 17 novembre débute le débat parlementaire, et juste pour être précis, la directive européenne n'est pas la directive de protection des lanceurs d'alerte, mais la directive de protection des personnes signalant des infractions au droit de l'Union, ce qui est quand même un tout petit peu différent, parce que si le mot, l'expression lanceur d'alerte est effectivement écrite dans les considérants, elle n'est plus du tout écrite dans la directive. Ils n'ont pas aimé le nom. Mais d'ailleurs, quand on regarde, j'ai lu des motifs de la directive. Ce qui motive la création du lanceur d'alerte, dès la première directive en fait, c'est un impératif de libre concurrence. C'est ça qui est fou. Hein, c'est l'impératif économique, mais qui est à l'origine même de l'Union européenne, et qui est dans la charte, on a quelque chose qui est important à penser. C'est que pour permettre une libre concurrence non faussée, eh bien, on a besoin d'individus. On n'a même pas besoin d'un système de fonctionnement démocratique ou de système d'alerte institutionnel. Non, on a besoin d'individus individualisés qui peuvent faire des alertes. Et c'est ça qui est dingue. Hein. Et pareil pour la sécurité des produits. Quand on y pense, d'ailleurs, le système de l'Union européenne, c'est de faire une libre circulation des produits, y compris les dispositifs paramédicaux ou autres. Et donc, il n'y a pas de contrôle. Donc on a en fait instauré au niveau de l'Union européenne un système sans véritable, ou avec le moindre contrôle possible pour permettre la plus grande liberté, donc c'est une liberté de circulation des personnes et des biens, mais également des produits, et avoir une libre concurrence non faussée. Et on nous dit, voilà, on a été trop loin, on se rend compte qu'on a été trop loin, mais au lieu de créer un système de contrôle plus accentué, eh bien, on demande à chaque individu, un peu comme dans la société de surveillance, à chaque individu de contrôler. Alors, là, à bon escient, au sein des entreprises, au sein des institutions. Et je voulais juste dire que, là aussi, le lanceur d'alerte est une exception en soi. Dans le droit commun. Le droit commun, une personne dans une entreprise ou dans une administration, surtout dans une administration, a un devoir de réserve. Quand je pense à Marbon Mohamed, ce policier qui a dénoncé le racisme au sein du dépôt du palais de justice, sous le procureur. Qui sera là demain, avec Ludovic Fayol également, qui est intervenu dans l'affaire du procureur de Nice. Pour finir et pour conclure là-dessus, je dis qu'il faut démythifier certaines choses et se rendre compte que effectivement, il y a un fonctionnement du système qui est un petit peu aberrant et qui nous conduit à un état d'exception plus important, qui nous conduit à essayer de créer des systèmes d'alerte, mais qui sont déconnectés de la réalité. Au lieu de créer des systèmes de contrôle plus importants, on préfère effectivement, au niveau de l'Union européenne, avoir une libre concurrence non faussée et demander à des individus de prendre la charge, qui est lourde, hein, quand on commet et quand on sait ce que vivent les lanceurs d'alerte par la suite, de prendre la charge des systèmes d'alerte. La poésie était
emmerdeur. Il empêchait de tourner la machine en rond. Et ce qu'il disait, c'est moi, la principale chose que je retiens de lui, je le relis aussi très très souvent parce que c'est fondamental, c'est qu'en fait, la dictature, la tyrannie, c'est comme ça qu'il l'appelait à l'époque, elle repose sur un principe assez simple, qui est l'habitude. Voilà. Et cette dénonciation-là, elle est terrible. Elle est au cœur de tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, enfin, depuis le début. C'est-à-dire que nous prenons l'habitude de l'exception. Voilà. Et ça, c'est ce qui est en train de, effectivement, de détricoter, de détruire petit à petit un état de droit démocratique. Et pendant très longtemps, la Boétie, on n'en a pas entendu parler. Hein. Et malgré ce que dit Brassens, Montaigne, moi, pour lequel j'ai encore une plus grande vénération, ça l'embêtait tellement ce qu'avait écrit la Boétie, et ça notamment, que pendant très longtemps, il a gardé son bouquin sous le coude. Relisez un petit peu tout ça, regardez l'histoire de cette magnifique amitié. C'est que pendant des dizaines d'années, alors qu'il devait publier, vous savez que la Boétie, il est mort malheureusement trop jeune. La Boétie est mort à 33 ans. Il est très très jeune, c'est dingue. Et pourtant, à 33 ans, il avait déjà publié ça, c'est fou. Et en tout cas, Montaigne, qu'il aimait beaucoup, l'a gardé sous le coude, n'a pas voulu que ça soit publié, parce que c'était vraiment révolutionnaire. Voilà. Et c'est vrai que je pense qu'il faut partir de ce constat de la puissance terrible de l'habitude. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Et je veux faire un grand saut conceptuel, après le voici, je vais faire allusion à un rapport du Conseil d'État, que vous avez peut-être lu, qui date du mois de juillet 2021. C'est vraiment tout neuf, vous pouvez trouver ça sur le net. Sur le site. Parce que même le Conseil d'État, même ce juge administratif, dont tu parlais tout à l'heure, grand conseil des gouvernements successifs, voilà, a fini quand même par s'alerter de l'ensemble des états d'urgence. Et son rapport est assez chouette, vraiment bien. Et ce qu'ils disent, c'est pas très loin de... non pas de ce que disait la Boétie, mais c'est un petit peu ça. Il dit, ça suffit quoi. Ça suffit toutes ces lois d'urgence, parce que ces lois d'urgence, c'est le Conseil d'État qui le dit quand même, enfin c'est pas... ça finit par détruire l'état de droit, et ça finit par détruire même ce que tu appelles la gouvernementalité, enfin, parce que l'état d'urgence, c'est un état d'urgence qui a un effet psychologique. C'est assez incroyable de voir qu'il y a des magistrats administratifs qui ont quelques notions de psychologie sociale. Enfin bon, tant mieux, hein. On va pas critiquer. Hein. En disant, l'état d'urgence, ça a un effet positif, ça a un effet factuel, mais c'est un effet psychologique. Ça veut dire que, effectivement, la population est sous le coup. Il y a un état d'urgence. Donc évidemment, quand c'est un état d'urgence sanitaire, c'est un effet psychologique encore plus fort, terrible même, on s'en aperçoit aujourd'hui. Voilà. Mais même l'état d'urgence sécuritaire, c'est-à-dire celui de 2015, ben, finalement, ça choque la population, ça donne un coup de fouet. Il y a une réaction. Voilà. Mais on parlait de l'état d'urgence sécuritaire qui a commencé en 2015. Ensuite, il y avait une loi quasiment tous les 2 ou 3 mois. Voilà. Et puis, à la fin, il n'y a pas grand monde qui suivait. Parce que, bon, le premier, oui, il y avait des attentats, ensuite il y a eu encore d'autres attentats, puis après il y en a eu beaucoup moins, voilà. Et ce qui fait que l'effet de l'état d'urgence, l'effet de l'exception, ça ne marche plus. Ça tourne à vide. Mais comme c'est quand même très intéressant, on se dit, bon, ils ont fini par s'habituer, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va rentrer ça dans le droit commun. Et parce que tout à l'heure, notre ami vous parlait de la loi CILT, mais effectivement la loi CILT, c'est une loi qui a raclé les fonds de tiroir
en disant, ben voilà, depuis 2015, on vous a abreuvé de lois d'exception tous les 2 mois. Bon, maintenant, on va arrêter, mais on va faire une loi qui reprend tout ça. Et donc, on rentre dans le droit commun. Et du coup, l'effet de l'habitude a gagné. Parce que plus personne n'y a fait attention. Ça fait 2 ans qu'on vit comme ça. Donc bon, pourquoi pas? Donc ça marche. Ça marche. L'effet de l'habitude est terrible. Et il valide tout. Et on est en train de vivre, en ce moment, avec l'état d'urgence sanitaire, exactement, mais alors exactement, c'est du copier-coller, quoi. Non pas simplement sur les mesures qui sont prises, dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est simplement sur l'habitude qui est en train de s'enclencher. Si vous êtes peut-être plus sensibilisé à tout ça, mais si vous interrogez un voisin, un ami, on va vous dire, l'état d'urgence sanitaire, on en est où? La plupart des gens, ils ne savent plus. Parce qu'il y a eu tellement de lois d'urgence sanitaire, plus les décrets, plus les circulaires, plus... on ne sait plus où on en est. Mais juste, le décret qui date en fait du 1er juin, le premier décret sur les passes, entre le 1er juin et le 7 août, il avait déjà été modifié 17 fois. Oui. 17 fois entre le 1er juin et le 7 août. Mais c'est le mécanisme à la fois politique et psychologique, moi, qui m'intéresse. C'est que finalement, les gens ne savent plus du tout où on en est. C'est quand vous sortez, vous allez au restaurant ou n'importe où, la plupart des gens, quand on sort en groupe, se disent, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On met un masque, on met pas de masque, on présente le pass, enfin voilà, on peut aller ici, on peut aller là. Plus personne n'en sait rien. Et donc on est prêt à accepter n'importe quoi, parce que d'une certaine façon, on en a marre. Voilà. Et donc, je le présente de façon peut-être un peu légère, mais c'est exactement ce que dit le Conseil d'État. C'est qu'à la fin, l'état d'urgence ne se justifie plus. Et ce que dit le Conseil d'État, c'est quand même super intéressant. C'est de dire, mais il faudrait quand même qu'on réfléchisse un petit peu. Comment est-ce qu'on peut empêcher ça? Ben, la première chose qu'il dit, mais je trouve ça lumineux, on pourrait peut-être laisser tout le reste de côté, c'est que il faut peut-être faire moins d'état d'urgence. Voilà, réfléchir au départ, non pas sur des mesures immédiates dictées par l'efficacité, l'émotion, tout ce qu'on veut, mais simplement être dans la prévention. Parce que ce sont des crises qu'on affronte. Mais ces crises, elles sont pérennes. Et c'est un mot qu'utilise le Conseil d'État. Le terrorisme, il est pérenne. Il ne va pas s'arrêter. Tout le monde le sait. Donc il va prendre d'autres formes. La crise sanitaire, elle est pérenne. Tout le monde le sait. Quand on sera à la 15e vague, la 33e, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une 33e loi ou une 34e? Tout ça, c'est pas se moquer du monde. Et effectivement, on va inventer encore d'autres crises. C'est pas ce qui manque aujourd'hui dans un monde si complexe, si tourmenté. Effectivement, la première à laquelle on pense, la troisième, ce sera la crise climatique. Voilà. Mais c'est évidemment, tout le monde y réfléchit. Ça fait même 2 semaines qu'ils sont en train de se triturer le cerveau pour savoir quoi faire. Voilà. Mais c'est ça, et ça va avoir des conséquences terribles, cette crise. Alors, juste en 2 secondes, c'est que une des principales conséquences de la crise climatique, ça va être les déplacements de population. Et là, je vous assure que vous allez avoir des mesures extrêmement liberticides. On n'a qu'à voir aujourd'hui ce qui est en train de se passer aux frontières. C'est une actualité brûlante. On a des guerres qui sont possibles à cause de ça. Voilà. Donc il faut absolument qu'on sorte de cette idée de l'urgence, d'une urgence qui guiderait absolument tous nos comportements et toutes nos façons de gouverner. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que dans l'état de droit, on parlait du sommet de la pyramide, où vous aviez des règles fondamentales, des droits de l'homme, en gros. Voilà. Mais ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que les droits de l'homme n'ont plus la cote.
Ben, regardez ce qui se dit. Regardez aujourd'hui la campagne électorale française. Vous pouvez aller sur n'importe quelle frontière tout autour. C'est exactement la même chose. La démocratie, pas que c'est passé, mais c'est extrêmement contesté. Contesté. Vous avez un candidat aujourd'hui, qui est sur toutes les télés, sur toutes les radios, qui dit « Mais moi aujourd'hui, il faut qu'on finisse avec les contre-pouvoirs. » C'est ça. Et vous avez même d'autres candidats qui disent, pourtant je pense à quelqu'un qui était dans les instances européennes, qui dit « Mais maintenant, les cours de justice la CJUE et la CEDH, ça va bien. » Vous voyez, enfin, si vous vous rappelez ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Michel Barnier. Kelsen et d'autres, ben, ils arrivent à dire ça. Donc ce qui va détruire vraiment l'état de droit, c'est aussi ces mouvements populistes, autoritaires, qui veulent mettre de côté, mais vraiment de côté. C'est tellement énorme qu'on a du mal à y croire, mais mettre de côté les droits de l'homme. Hein, et ça fait longtemps qu'on traite quelques hurluberlus comme nous tous, de droits de l'hommiste. Voilà. En valeurs actuelles par le président de la République actuelle. À Arié, quelques observations, après je repose une ou deux questions aussi à Asma, et puis on essaiera d'échanger avec la salle. Oui, je pense qu'on peut résumer un petit peu toutes les pierres qui ont été posées là sur la table. Effectivement, l'état d'urgence crée un état de sidération. Mais avant l'état d'urgence, il y a l'urgence elle-même, qui crée elle-même une sidération. Et on peut dire que l'état d'urgence, quand il va être déclaré, va proroger l'état de sidération de l'urgence, et de la crise sanitaire ou de la crise sécuritaire. La question, c'est de savoir si le fait de proroger indéfiniment et de renouveler à chaque fois les états d'urgence, c'est quelque chose, c'est une décision politique volontaire, ou est-ce qu'ils n'ont pas le choix. Je pense que l'état de sidération que provoque l'état d'urgence, et la prorogation de l'état d'urgence, il y a un effet d'opportunisme politique important. C'est-à-dire qu'à force de laisser la population dans cet état de sidération et de fragilité, donc psychologique, eh bien pendant ce temps, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Asma, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pendant toutes ces périodes d'état d'urgence, et là on peut passer autant de lois sécuritaires qu'on veut. Il y en a eu énormément, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de lois sécuritaires en termes de fréquence que pendant l'état d'urgence sanitaire. Et donc, on peut augmenter ces outils de gouvernement et de réduction du contrôle par la population. Donc, la question, c'est de savoir si... et je pense en fait d'ailleurs que nous sommes des lanceurs d'alerte. Et ceux qui contestent la pérennisation de l'état d'urgence, le recours systématique à l'état d'urgence, sont des lanceurs d'alerte. Parce qu'ils disent, nous on veut conserver l'état de droit dans lequel nous vivions, on veut conserver le degré d'exigence des garanties fondamentales que nous avions avant qu'il soit rogné progressivement par les nouvelles mesures d'état d'urgence qui sont rentrées dans le droit commun. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'entendent parce qu'ils sont dans ce phénomène d'habituation dont Serge parlait tout à l'heure, qui est l'effet cliquet en fait, à partir du moment... Enfin, c'est l'effet cliquet, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle restriction ou exception qui arrive, eh bien, on ne peut plus revenir en arrière et les gens s'habituent. Et il y a une forme de banalisation et on accepte tout cela. Et on attend la suivante, finalement. Et donc, il y a un moment où, pour sortir de cet état de sidération qui, à mon sens, est politiquement décidé et choisi, pas l'état d'urgence lui-même, ni l'état d'urgence, mais la prorogation indéfinie et l'outil état d'urgence, l'outil état d'exception. Eh bien, il y a un moment où il faut qu'il y ait des lanceurs d'alerte et que ces lanceurs d'alerte expliquent à la population comment ça fonctionne et essayer de trouver des moyens pour revenir à l'état antérieur. Ça va être compliqué, parce que ça va impliquer une vraie volonté politique, voire une alternance politique véritable, pour pouvoir nettoyer tout ce qui a été fait et posé jusqu'à maintenant, ce d'autant plus que, comme Serge l'indiquait il y a quelques secondes, effectivement, on a de l'autre côté la réaction, encore plus importante, c'est-à-dire tous les réactionnaires qui veulent, eux, sortir de l'état de droit. Ils le disent, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne, tous ces gens qui nous empêchent
de dictatorier normalement, et comme qu'on veut, comme on le veut, de changer finalement, de prendre la décision et d'avoir un souverain qui prend la décision. Toutes ces institutions, elles doivent disparaître, et là, effectivement, on reviendra à une forme d'ancien régime, et ça, il va falloir pouvoir trouver des moyens pour en sortir. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, qui, je vous le rappelle, dans l'affaire E.ON, a considéré, après que la Cour de cassation, la Cour d'appel et la première instance en France aient considéré que écrire sur un panneau « Casse-toi, pauvre con » était une injure et une offense au président de la République, finalement, la Cour européenne des droits de l'homme a trouvé que ça rentrait dans un cadre normal du débat politique dans une démocratie. Vous comprendrez pourquoi il y en a que ça puisse gêner. Alors, juste un petit vécu, je sais que c'est mal quand on est, je dis ça parce qu'il y a Raymond qui me regarde, quand on est animateur de parler de son vécu, mais en fait je me suis fait refouler d'un salon écologiste qui se déroule en région parisienne en ce moment, parce que j'ai refusé de faire enregistrer mon QR code sur un terminal. Donc je le dis parce que je ne sais pas si vous donnez beaucoup votre QR code là, mais en fait le pass sanitaire, au terme de la loi, n'est constitué que de documents qui peuvent être vérifiés sans contrôle numérique. C'est-à-dire que vous pouvez présenter une attestation de double vaccination, une attestation sans QR code, et il n'y a aucune obligation dans la loi de passer par le contrôle du QR code. Et là, je me suis retrouvé devant un vigile qui n'a aucune connaissance de droit, qui ne connaît pas la loi, etc., qui me dit « c'est les ordres ». C'est les ordres, et donc j'ai été refoulé, puisque moi j'ai refusé de donner le QR code, donc j'ai mauvais esprit. Et en fait, ce que je voulais savoir, c'est comment ça se passe, là, d'un point de vue numérique, tous ces contrôles auxquels on se soumet de plus en plus, et comment, finalement, est-ce que, je reviens un tout petit peu au texte de la Boétie, est-ce que, finalement, on n'est pas en train, nous-mêmes, de poser les briques, justement, dans ce système de contrôle numérique, qui est le contrôle numérique, je ne sais pas si vous avez vu, mais à la gare de Lyon et dans les autres gares SNCF, il y a des gens qui, pour gagner du temps sur le contrôle du pass, se font mettre un bracelet. C'est-à-dire qu'ils mettent en évidence et ils rendent public leur état de santé. Enfin, leur état de santé. En tout cas, une information sur leur état médical ou de traitement. Vous voyez, le truc, des choses qui me paraissent. Et, voilà, et les gens alors, font ça, mais de manière vraiment extraordinairement simple, spontanée. Ah, bah oui, tiens, ça va me faire gagner du temps. Et oh, il est bleu, il est très beau. Alors, Asma, comment on réagit dans tout ça, toi qui... Et comment ça réagit aussi, quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as dit Sciences Po, le cœur du futur monde politique, etc. Donc, comment ça réagit là, dans cette sphère? Alors moi, mes étudiants sont hyper réceptifs et plutôt très intéressés, enfin, ce qui peut m'étonner, parce qu'ils sont par ailleurs abreuvés des autres cours, mais en tout cas, non, chez les 20-25 ans, il y a un vrai intérêt en tout cas, et une réelle prise de conscience. Enfin, moi, je suis toujours, plus les années passent, plus je suis agréablement surprise de mes étudiants. Alors, ta question est très vaste. Donc, je vais réagir de façon brouillonne, hein, comme d'habitude. Après, il faut qu'on parle un petit peu avec la salle. Oui, donc très rapidement. Je ne vais pas faire ça. Très rapidement. Il y a la question évidemment de la banalisation, de l'accoutumance, de l'habitude et puis surtout de la fatigue. Hein. C'est vraiment une espèce de lassitude généralisée où en effet on en a marre d'une part, mais aussi ça s'inscrit dans quelque chose de plus large qui est la question de l'expérience et du confort. C'est-à-dire que la première chose, c'est que pendant la crise sanitaire, ou en tout cas l'état d'urgence sanitaire, il y a quand même un énorme tabou qui est tombé, c'est quand même le tabou du secret médical. Enfin, le secret médical, c'est quelque chose qui visiblement n'a plus ou pas beaucoup de valeur. Ça me choque énormément, enfin, pour croire qu'on peut mettre le bracelet. Il y a un paquet de projets qui n'ont rien à voir avec les questions sécuritaires, mais un truc qui s'appelle le Health Data Hub, qui est une espèce de méga plateforme qui va consolider, concaténer l'ensemble de nos données médicales et héberger et traiter par l'IA de Microsoft. Enfin bon bref, qui a fait une espèce de mini-scandale, dans le milieu des experts en tout cas, et dont on ne parle pas assez. Et sous prétexte de recherche médicale d'ailleurs, sur des cohortes à 30 ans. Donc oui, il y a comme ça des tabous, on va dire, des libertés qui ont été clairement grignotées, reniées,
pour d'une part la question de la fatigue et d'autre part la question de l'expérience et de l'usage. C'est-à-dire que là on est même prêt à accepter de la reconnaissance faciale parce qu'on va aller plus vite dans les files paraphes à l'aéroport, parce que ça va nous permettre de payer sans sortir sa carte de crédit, etc. Donc en fait on a toujours comme ça une espèce de pseudomorphisme, on va commencer toujours par des usages très sympas qui vont améliorer notre vie quotidienne, dans les commodités en tout cas de la vie quotidienne, pour arriver ensuite à des dispositifs ultra sécuritaires. Et ce que ça génère derrière, c'est non seulement une surveillance top-down, hyper centralisée par l'État, mais ce que ça génère aussi, c'est la surveillance de tous par tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tous ces outils-là de surveillance, on est capable de savoir si la nounou elle est là, si le voisin a bien jeté les déchets sur sa partie à lui et pas devant chez vous, etc. Et donc en fait, on crée une société comme ça du contrôle de tout le monde, par tout le monde, qui est extrêmement dystopique et effrayante. Et d'ailleurs, on n'est plus tellement dans la société de surveillance, on est carrément maintenant dans la société de vigilance, par espèce de principe de précaution permanent, etc. Et le chantage, tu parlais de psychologie, de nudge, le chantage c'est le fameux truc sécurité versus liberté, et donc comme en fait on est tellement apeuré, effrayé par cette gouvernance par la peur, que de toute façon mieux vaut tout, et la liberté est désormais assimilée à un risque insupportable en fait. Donc le projet même politique de liberté politique a été complètement rogné par cette espèce de rhétorique et d'ambiance générale, évidemment nourrie par les populistes divers et variés. Donc une des questions qu'il faudra qu'on se pose collectivement, c'est pourquoi en fait, et qui alimente ça, parce que quand on parle individuellement les uns aux autres, on est tous à peu près sur les mêmes constats, mais par un effet comme ça de meute, ou en tout cas un effet généralisé, on en arrive en fait, à une espèce de déconstruction de la démocratie. Et juste, et j'en terminerai là, sur la question des lanceurs d'alerte. En ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a une lanceuse d'alerte qui fait un peu toute la une des médias, c'est la fameuse lanceuse d'alerte Frances Haugen de Facebook. Et en fait, une des questions que je me suis posée, donc, c'est la starification. En fait, on a une lanceuse d'alerte qui est une espèce de star absolue, qui fait toute la une, tous les médias, qui fait la tournée des parlements, elle est reçue comme un chef d'État. Pourquoi elle versus Snowden, qui lui est reclus je ne sais où, Assange, etc. Emma Reilly, une ancienne, désormais ancienne employée de l'ONU qui a aussi alerté sur le traitement des Ouïghours. Donc en fait, il y a une espèce de deux poids, deux mesures. Et donc en fait, ceux qui sont visibilisés, starifiés, portés au nu, sont ceux finalement qui servent de biais de confirmation à ces États qui deviennent ultra sécuritaires et qui sont très fragiles, en fait, très fragilisés dans leur contrat social avec leur population. Et donc, il y a aussi, en fait, lanceurs d'alerte et lanceurs d'alerte. Bien, en tous les cas, on peut conclure que, puisqu'on utilise la formule lanceur d'alerte, que la situation revêt un niveau de gravité suffisant pour que nous réagissions en urgence. Et donc, je vous propose peut-être de réagir dans la salle. Comment ? Non, mais nous-mêmes, de réagir en urgence par rapport, mais effectivement, pas dans le cadre d'un état d'urgence. Alors, peut-être quelques réactions, il nous reste un quart d'heure. Je suis désolé, on a peut-être été un peu long, mais je trouvais que c'était important aussi de revenir sur ces définitions. Bonsoir. Est-ce que j'ai entendu dire que le préfet aujourd'hui en France a la possibilité depuis quelque temps de faire vacciner de force un anti-vax à condition qu'il ait envoyé des liens par Internet à d'autres et qu'il ait envoyé des liens, transmis des informations anti-vax. Et est-ce que la retraite des citoyens va être coupée en deux et le RSA supprimé au 1er janvier ou 2 janvier ?